Messieurs, nous parlons de l'Afrique remplie de grandes richesses, mais pauvres, paradoxes ou mauvais programmes de développement. C'est notre thème de ce matin. Avec environ plus d'1 milliard d'habitants, l'Afrique est officiellement considérée par tous les indicateurs comme étant le continent le plus pauvre du monde. Mais paradoxalement, l'Afrique reste le continent le plus riche du monde en termes de ressources naturelles. Pourquoi disons-nous que l'Afrique est riche, mais les Africains sont pauvres? C'est notre première interrogation. Quelles sont les causes de cette pauvreté et comment mettre fin à cette pauvreté? En 30 ans, en Afrique, le nombre de pauvres a été multiplié par 2. L'indice de développement humain de la plupart des pays africains est inférieur à 0,5 et 0,4 pour les pays du Sahel, pendant que la moyenne mondiale est à 0,7 voire 0,9 pour les pays industrialisés. Je parle d'ailleurs sous le contrôle d'un docteur en économie. Dans des pays comme le Mali ou le Niger, 90% de la population vivent en moins, avec moins de $1 par jour. Tous ces chiffres confirment que les Africains sont pauvres. Par exemple, au Niger, 90% des femmes et 80% des hommes adultes sont analphabètes. Dans toute l'Afrique subsaharienne, près de la moitié de la population n'a pas accès à l'eau potable et une personne sur 3 souffre de la faim chronique. Et puis en plus de ça, enfin, la plupart des pays africains, le nombre de médecins pour 10 000 habitants est inférieur à 1. Dans certaines régions d'Afrique, on parle même d'extrême pauvreté, ce qui remet en cause toutes les politiques de lutte contre la pauvreté mises en place par les États et les institutions internationales comme la Banque mondiale ou encore le Fonds monétaire international. Toutefois, les Africains sont pauvres, mais l'Afrique est incontestablement le continent le plus riche au monde en termes de ressources naturelles. En Afrique, il y a une grande quantité de l'or, du diamant, de l'uranium, du phosphore, du pétrole, du charbon, du coton, du cacao, du gaz, du coltan, et j'en passe. Il y en a tellement que je pourrais en citer des milliards. Pour ne citer que cela, l'Afrique est le premier fournisseur des pays européens et asiatiques. Sans les matières premières africaines, beaucoup d'entreprises européennes ou asiatiques ne tourneront pas. À titre illustratif, 80% de l'électricité produite en France provient de l'exploitation de l'uranium du Niger, faite par le groupe français Areva. On peut multiplier les exemples de ce genre. D'ailleurs, sur le continent africain, on parle bien sûr du continent noir. L'Afrique est riche, mais les Africains sont pauvres. Cette pauvreté a plusieurs origines. Il faut d'abord souligner le fait que c'est vrai que l'Afrique est riche à travers ses ressources naturelles, mais ces dernières sont exploitées par des compagnies étrangères qui, le plus souvent, n'apportent pas grand-chose à l'économie nationale. Ces entreprises profitent et surtout avec une main-d'œuvre abondante et moins chère et une faible pression fiscale pour réaliser de gros chiffres d'affaires au détriment de nos États. Et le plus souvent, elles ne transforment pas leurs produits sur place, produit qui sera revendu aux Africains beaucoup plus cher après transformation à l'extérieur justement des frontières africaines. Ce qui est beaucoup plus triste pour les Africains, c'est qu'il arrive aux compagnies étrangères de reverser des redevances minières à l'État ou aux collectivités territoriales, mais cet argent est détourné par une minorité, laissant les populations dans l'insuffisance de nourriture, dans le manque de soins et d'emploi, avec comme danger la pollution de l'environnement dans lequel vivent aujourd'hui les populations locales. Ensuite, la pauvreté est la règle en Afrique à cause des conflits ethniques et religieux, des guerres civiles, l'instabilité politique dans plusieurs États, qui conduit souvent à des coups d'État récurrents. On n'a pas besoin de les citer. Tous ces mots poussent les populations à fuir leur pays pour se réfugier dans des camps, le plus souvent dans des conditions très difficiles. Les Africains passent beaucoup de temps dans le règlement des différends, pendant que d'autres pays, il faut le dire, se sont déjà lancés dans une relance de leur économie. Enfin, à tous ces facteurs déterminent la pauvreté en Afrique, il faut ajouter les conditions climatiques qui ne sont pas favorables au continent, car 80% des populations africaines vivent de l'agriculture. Voilà pourquoi dans certaines régions d'Afrique comme au Sahel, il y a une insécurité alimentaire chronique qui fait le millier de morts chaque année. Pour mettre fin à cette pauvreté, de quoi a-t-on réellement besoin? Eh bien, la question, c'est celle-là. On n'a pas besoin d'être grand économiste ou chercheur. D'abord, il faudrait une réelle prise de conscience de tous les Africains qui doivent comprendre que l'heure est venue de mettre de côté nos divisions internes. Il faut mettre fin à toutes ces guerres civiles, religieuses et ethniques, car sans la paix, on ne peut songer au développement. Les Africains doivent ensuite choisir des dirigeants qui viendront servir le peuple et non, justement,
se servir. Monsieur, voici le tableau assez dressé. Je ne sais pas s'il est macabre, je ne sais pas s'il est assez triste ou alors tellement noir, mais nous nous interrogeons. Je vais me tourner vers Bertrand Tatina. Bertrand Tatiga, l'Afrique est riche, même avec de très grandes richesses, mais les Africains sont pauvres. Est-ce un paradoxe ou tout simplement de mauvais programmes de développement? C'est beaucoup de choses. Il y a un bouquin qui répond à ça. Oui. Je vais présenter ce bouquin. Oui, allez-y. Introduction à la question africaine du docteur Paul Bekima. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui est aux États-Unis, qui nous a rendu visite même ici sur Douala, qui m'a dédicacé ce bouquin et moi un certain nombre d'amis qui traitent de tout ça. J'ai comme l'impression véritablement même que vous l'aviez lu pour poser la problématique. Non, pas du tout. Quand vous regardez, il y a d'abord qui contrôle l'Afrique. C'est-à-dire que le docteur Bekima va dans qui contrôle l'Afrique. Oui. Et là, il vous met une revue d'ensemble en vous expliquant que c'est ceux qui ont de l'argent, c'est ceux qui sont les maîtres de l'argent, c'est ceux qui sont les maîtres du monde, en fait, qui, à partir du moment où ils sont maîtres de l'argent, ils sont les maîtres du monde. C'est quelques familles. Ils donnent les noms de ces familles. Vous avez la famille George Shultz. Vous avez la famille Henry Kissinger, vous avez George Soros, vous avez un certain nombre de banques commerciales, la banque de Rothschild de Londres, la banque des frères Hazard. Vous voyez que ce sont des familles qui contrôlent l'argent, qui sont propriétaires de l'argent. À partir de là, elles influent sur les processus de désignation en quelque sorte des dirigeants. À partir de là, elles donnent des feuilles de route aux dirigeants. Et les États ne sont en quelque sorte que des interfaces qui jouent pour les intérêts de ces familles. Or, l'Afrique n'a pas de capacité, en tout cas monétaire, financière, de résister à cela. Surtout qu'elle va subir un certain nombre de crimes et un certain nombre de viols. Par les 400 ans d'esclavage, la colonisation et la néocolonisation. Donc vous voyez qu'à partir déjà de là, elles peuvent travailler véritablement pour appauvrir l'Afrique. Le docteur Bekima l'explique terriblement. À partir de là, il parle également des ravages de la guerre psychologique au sein de l'Afrique. L'ingénierie sociale, le comportement, les mentalités du colonisé, la CEMAC, c'est-à-dire que les sous-zones d'intégration, pour prendre seulement le cas de notre sous-zone d'intégration qui ne joue pas son rôle, on a mis combien de temps pour pouvoir simplement aller à la libre circulation des biens et des personnes? Combien de temps on va mettre? Et ce n'est pas tout à fait effectif. Je parle de libre circulation des biens et des personnes. On a comme l'impression que des gens, en quelque sorte, sont au courant des solutions qu'il faut, mais ne veulent pas les appliquer. Ils parlent effectivement d'une Union africaine qui se trompe de priorité. Et là, effectivement, on peut se poser la question de savoir quelle est la priorité de l'Union africaine. L'Union africaine devait être là avec pour principale mission de défendre l'Afrique, de défendre les intérêts de l'Afrique. Or, l'Union africaine ne peut jouer ce rôle que si, véritablement, elle est unie. C'est pour ça qu'on parle d'Union africaine. Donc, elle devait travailler à une union politique, à une union monétaire, à une union, comment je vais dire, économique, à une convergence de politique, à une libre circulation des biens et des personnes, à un vaste marché, à son autofinancement. Mais nous avons l'impression que l'Union africaine ne joue pas ce rôle. Donc, à partir de là, oui, la problématique est de savoir, mais comment est-ce que, avec les richesses que nous avons, nous nous retrouvons en fait à la traîne. Donc c'est ça la principale problématique. Il faut regarder aussi à l'intérieur de nos États. À l'intérieur de nos États, les dirigeants qui sont arrivés après ce qu'on va appeler les indépendances ont été placés par ce que je vais expliquer là, les maîtres du monde et les maîtres de l'argent. C'est-à-dire que ne serait-ce qu'à l'échelle européenne. Prenons en quelque sorte la zone d'influence française. La quasi-totalité des dirigeants qui sont arrivés au début des années 60 ont été placés par la France. Et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils ne pouvaient que appliquer les politiques qui leur étaient en quelque sorte dictées par la France. La France va mettre des chefs d'État en place. La France mettra, par exemple, un outil monétaire comme le franc CFA. Tous ceux qui ont eu un peu, je veux dire, qu'un esprit rebelle, un esprit de s'affranchir de ça, ont été égorgés par la France. Mais nos sociétés n'avaient pas les ressorts véritablement pour faire face. Parce que la France était soutenue par les États-Unis, la France était soutenue par ses familles, ses banques commerciales, ses maîtres de l'argent avec qui il y avait en fait une forme de deal. Il y avait de l'influence anglaise où ces familles pouvaient faire des affaires et il y avait l'influence, comment je veux dire, francophone, où la France imposait en quelque sorte les chefs d'État. Donc à partir de là,
ont été les programmes? Eh bien, on va avoir une pseudo-croissance de 60 en 70 parce qu'il fallait pratiquement tout reconstruire, mais très vite, nos territoires vont rester des comptoirs coloniaux, c'est-à-dire que des comptoirs d'approvisionnement des marchés européens en matières premières. Mais comment vous pouvez produire ce sur quoi vous n'avez aucun moyen de pouvoir fixer les prix? Comment vous pouvez produire de la fève de cacao? Comment vous pouvez produire en quelque sorte du café, alors que vous n'avez aucun moyen de fixer les prix, en quelque sorte, du café et de la fève de cacao? Résultat des courses, on va se retrouver du jour au lendemain avec des déficits budgétaires à n'en plus finir et des plans d'ajustement structurel. Donc, voilà un peu ce qui peut expliquer brièvement la situation dans laquelle l'Afrique est. C'est-à-dire que des maîtres du monde qui véritablement sont propriétaires de l'argent, qui sont propriétaires des banques centrales, qui sont propriétaires des banques commerciales, qui se mettent au service en fait des peuples impérialistes et des peuples prédateurs, qui ont un certain nombre de moyens, et une Afrique en face qui a subi tout genre de viol, tout genre d'agression, qui n'a pas encore véritablement eu le temps de se reconstruire et qui se bat en interne encore dans des contradictions primaires et dans des affrontements primaires. Résultat des courses, c'est une Afrique qui se retrouve avec un certain nombre de moyens, mais pas en capacité pour l'instant de pouvoir faire face à ces prédateurs-là qui ont déjà, comment je vais dire, un certain nombre d'acquis et un certain nombre d'atouts. Voilà un peu le paradoxe dans lequel, effectivement, on se trouve. Mais il y a espoir. Et c'est pour ça que j'incite à lire ce livre qui donne en quelque sorte j'espère que vous allez me le donner pour que je le lise, d'ailleurs. De solutions et qui permettent de dire qu'il y a espoir. D'ailleurs, le docteur Eddy, moi, je discute beaucoup avec lui. Il est très brillant. Il nous a dit qu'il y a de l'espoir. Il nous a parlé d'ailleurs du futur géant de l'économie mondiale. Oui. Mais on va revenir avec vous dans un instant. Patient Pafindom, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, malgré le retard, vous êtes là. Oh, oui, je suis là. Mes amis du panel, docteur Edimo, Tatsinda, toujours aussi brillant, et Anatola ici, le grand Koukouma du plateau. Merci à l'ensemble de téléspectateurs de la DBS La Matina, nos fan clubs, et à nos techniciens. Merci. Merci également à vous d'être là ce matin. Docteur Edimo, vous avez suivi d'ailleurs Bertrand Tatinda. Il nous a donné un peu quelques causes, en tout cas, du fait que l'Afrique reste et demeure pauvre. Pourtant, c'est elle qui a toutes les manières premières. Mais on ne va pas également oublier docteur Edimo, qui a également les doublements de deniers publics. C'est devenu la chose la mieux partagée sur le continent africain. Oui, ça c'est vrai, mais permettez-moi de revenir sur la brillante présentation de Bertrand. C'est vraiment, il a planté le décor et je crois que rien n'a été mis de côté. C'est bien, il a beaucoup insisté sur les investisseurs institutionnels, ce qu'on appelle généralement les zinzins. Donc tous ceux qui gèrent... On les appelle les zinzins? Oui. Zinzin, ça veut dire investisseurs institutionnels, les zinzins. Enfin, on les appelle comme ça, ceux qui détiennent les coudées et tout ce qu'il faut dans la finance internationale, parce qu'il s'agit de cela. Oui. Qui peuvent tuer les monnaies, qui peuvent ressusciter les monnaies, qui peuvent mettre à genoux chaque banque centrale, qui peuvent spéculer, etc., etc. Il a cité les noms, il y a les familles Hazard, il y a Soros, il y a Rothschild, il y a Rockefeller, etc., etc. C'est eux, en fait, qui détiennent et font les beaux jours et les mauvais jours de tout un continent. Mais en fait, il faut dire que ce ne sont pas seulement les États africains, et c'est pour là que j'interviens un peu, ce ne sont pas seulement les États africains, c'est toute la finance internationale qui est souvent menacée. Même les États du Nord, c'est la finance privée qui dirige malheureusement le monde aujourd'hui. Naturellement, si les États bien préparés ont déjà affaire à eux, parce que, enfin, je ne veux pas revenir dessus, mais la crise des années 80, elle a été essentiellement mise en route par ces investisseurs institutionnels. Mais ce qu'il faut également souligner, c'est que, en fait, on a une mauvaise histoire. L'histoire de l'Afrique, il a également évoqué, est très brutale. 400 années d'esclavage, du colonialisme, et surtout, il faut le dire, cette repartition de l'Afrique de 1884 qui a généré essentiellement des micro-États. Malheureusement, en économie, l'accumulation ne s'explique qu'à travers les économies d'échelle. Lorsqu'un marché est trop étroit, un investisseur n'a pas suffisamment de
possibilité de tirer bénéfice des économies d'échelle et des économies d'agglomération. Nos pays sont donc des pays qui sont déjà, dès le départ, insérés, et il a évoqué également, insérés dans les activités commerciales juste comme fournisseurs de matières premières. C'est-à-dire nous sommes insérés dans les chaînes de valeur juste au niveau de la base. Et lorsque vous vous rendez compte du fait que celui qui n'apporte que la matière première non transformée, quelle que soit la chaîne de valeur, que ce soit le pétrole, que ce soit le bois, que ce soit le cacao, ne peut pas tirer au plus de 5% de ce que génère la chaîne de valeur, vous comprenez que le piège est là dès le départ. Lorsqu'on vous confine à être seulement un fournisseur de matières premières, là vous êtes dans une spécialisation totalement pénalisante, paralysante. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui justement l'Afrique de produire ses propres matières premières sur le continent? Absolument, c'est difficile parce que il faut dire autre chose, c'est que les États sont jeunes, les variables démographiques vont très vite, les sources d'accumulation sont rétrécies parce que justement aucun pays, dès le départ, ne transforme quoi que ce soit. Et demain, en 2040, nous avons affaire à 20 millions de jeunes Africains qui arrivent sur le marché du travail chaque jour. On aurait pu leur trouver de l'emploi parce qu'il y en a suffisamment à faire, mais on ne transforme rien. Et pour transformer, il faut avoir des stocks d'infrastructures. Les stocks d'infrastructures ne sont pas possibles dans un pays, dans un continent qui est découpé en tout petits États avec des divisions énormes en termes de langue, en termes de monnaie, en termes de religion, etc., etc. Donc, nous avons affaire vraiment à un casse-tête chinois. Cependant, contrairement à ce que beaucoup pensent, je pense que l'Afrique, elle va beaucoup trop vite par rapport à là où elle sort. Elle sort de très très loin. Je pense qu'elle se transforme très vite. Le taux de pauvreté, qui était de 60%, malheureusement, en 90, a chuté aujourd'hui à peu près à 38% dans tout le continent. Et surtout, les coûts de production sont en train de se repositionner positivement pour l'Afrique. Ce ne sera pas une question d'avoir fait grand-chose, mais les lois économiques prévoient que l'investisseur n'investit que là où les coûts de rentabilité sont les meilleurs. Pour le moment, les meilleurs coûts de rentabilité se retrouvent en Afrique. Donc, d'une manière ou d'une autre, la prochaine frontière de la croissance, elle sera certainement en Afrique parce qu'on y trouve les 4 conditions qui permettent à une industrie de marché, notamment la masse critique démographique, la main-d'œuvre suffisante, la transformation urbaine. Et je pense qu'avec tous ces 3 éléments, oui, et la jeunesse de la population qui permet donc de s'assurer que tout produit qui est placé dans ce marché prospère. Vous voyez la ruée des grandes multinationales, surtout celles qui sont dans la grande distribution, comme Carrefour, comme Smart World, etc., etc. Ils inondent le pays justement parce que en fait l'avenir est de ce côté. Mais je ne dis pas que tout est beau. Bien sûr, nos administrations, on sait ce qu'elles font. Mais moi, je dirais que dès le départ, il a été pensé qu'il faut absolument maintenir l'Afrique dans la pauvreté, la maintenir dans la pauvreté surtout, et il a évoqué, merci Bertrand, à travers les guerres. Parce que les guerres sont créées, les guerres sont financées. Ce n'est pas seulement parce qu'on veut vendre des armes, non. C'est beaucoup plus parce qu'on veut empêcher, et ça c'est l'aspect le plus critique, l'émergence d'un monde polycentrique, c'est-à-dire qu'on voudrait, ceux qui dirigent le monde jusqu'ici, notamment l'Occident, enfin ils ne dirigent plus totalement, mais ils l'ont fait suffisamment, c'est vrai ils sont en perte de vitesse, et ils n'aimeraient pas du tout qu'on passe d'un monde unipolaire vers un monde multipolaire. Et pour éviter cela, il faut bien sûr créer des guerres qui permettent, qui empêchent ces petits pays africains
d'émerger et de rejoindre, parce qu'ils auront émergé, non par le soutien de l'Occident, mais le soutien peut-être de la ceinture du Pacifique. Ils vont les rejoindre forcément et ça va créer forcément un monde pas en 2 pôles, mais peut-être en 3 ou en 4 pôles à partir des années 2030. Je crois que le tableau, pour le moment, n'est pas bon, mais en même temps, je pense que l'Afrique, et c'est ce que je présente dans cet ouvrage, l'Afrique futur géant de l'économie mondiale. Futur géant de l'économie mondiale. On vous comprend parfaitement. On va revenir avec vous dans un instant. Patient Parfum d'Homme, c'est vrai, on vient de nous sortir déjà des tableaux. Hein. On dit que rien n'est perdu, en tout cas pour le continent africain. Pourtant, on le sait habituellement, sur le continent africain, on ne voit pas de grandes industries, il n'y a pas de routes, il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée, il y a plein de choses qui manquent également, mais on sait que l'Afrique est riche et qu'elle vend justement ses matières premières à l'Occident, mais même ce peu-là pourrait justement faire changer la donne dans les pays africains. Je commencerai par un proverbe bantou qui dit que dans la pure tradition africaine, l'aîné c'est certes toujours le dernier. L'Afrique est l'aîné de l'humanité. Oui. Peut-être que les choses ont été dessinées comme ça pour que c'est en dernier que l'Afrique puisse se servir, mais surtout pour montrer l'exemple. L'économie et la politique, en fait, ce sont les 2 pièces de la même, les 2 faces de la même pièce, monnaie. L'économie et la politique. Vous me dites quelle est la politique que vous allez appliquer, je vous déduis l'économie qui va en découler. De la même manière, si vous faites un choix économique, je sais, à partir de votre choix économique, quelle est l'option politique que vous avez prise. C'est tout à fait normal et clair. Le monde existe, comme l'a si bien dit le docteur Dimo, mon ami tout à l'heure, et il a pris une option sur le plan économique qui en réalité l'exécution d'un choix politique. C'est un choix politique qui est simple, qu'on appelle vulgairement le libéralisme, en fait, qui est le capitalisme. C'est-à-dire, une infime partie des individus concentrent entre leurs mains un pouvoir financier tellement énorme qu'ils finissent par orienter et dicter les choix politiques aux États soi-disant souverains et indépendants. Comment on peut expliquer que dans un pays qui est considéré comme la plus grande démocratie du monde, parlons des États-Unis, on vous dit que la Fed, elle est privée. Elle est entre les mains des privés. De quelques familles. C'est incroyable. La réserve fédérale est entre les mains de quelques familles. C'est eux qui gèrent, c'est eux qui accélèrent, qui freinent. Il faut déprécier la monnaie, il faut orienter comme ça, il faut revoir les taux de change. C'est eux qui décident de tout. Et c'est des privés. Or, nous sommes dans un État dit indépendant et démocratique. C'est extrêmement important. Quand on commence à le comprendre, on voit exactement où est-ce qu'on va. Et le fond dans cette affaire-là, pour maintenir cet équilibre, pour maintenir cette réalité dans l'environnement politique mondial, c'est quoi? C'est la capacité de pouvoir faire des guerres. C'est la capacité militaire d'imposer ce choix, même aux peuples qui ne veulent pas. Avant, on ne parlait de la politique de la canonnière, mais aujourd'hui, dans la géopolitique mondiale, tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Ou on n'hésite même pas à bousculer des gens qui sont, j'allais dire sur le plan militaire, presque de même poids. Parce qu'on veut absolument obliger ces gens-là à plier les chines et à appliquer la politique économique qui est dictée par les ténors, n'est-ce pas, de l'Occident capitaliste, bien, entre parenthèses, bienfaisant. Donc, l'Afrique ne peut pas, dans sa situation actuelle qui a été bien expliquée, avec des États qui sont balkanisés, avec un leadership qui est complètement absent, elle ne pourra pas s'en sortir économiquement tant qu'elle n'opère pas des réformes en profondeur sur le plan politique. C'est la condition sine qua non. Et l'une de ces conditions, le docteur Dimo l'a si bien dit maintenant, c'est de créer des marchés qui sont compétitifs, de créer des marchés internes qui sont en mesure de tenir la dragée haute par rapport aux velléités, j'allais dire, aux oukases, n'est-ce pas, du monde de la finance internationale vis-à-vis des petits pays que nous sommes. Comment vous pouvez expliquer qu'un petit pays comme le Gabon, avec moins de 2 millions d'habitants, peut imposer quoi que ce soit sur l'échiquier international? C'est pas possible. Comment vous pouvez expliquer
que la Guinée équatoriale avait une population de moins de 2 millions d'habitants, malgré le leadership du président Obiang Nguema, je le dis, qui a fait un saut presque d'un siècle, n'est-ce pas, à son pays, mais au vu de la réalité économique, démographique de ce pays, elle ne peut pas jouer le leadership ni dans la sous-région, ni au niveau du continent. Nous serons dans ce que j'appelle des bravades. Donc pour que la Guinée équatoriale, le Gabon et d'autres pays puissent peser de tous les points, il faut d'abord qu'on aille vers des unités sous-régionales, sur le plan politique. C'est seulement comme ça qu'ils vont commencer à bonifier leur intention et leur vision du monde sur le plan africain, sur le plan mondial. Or, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que chacun de nos leaders du moment, nos décideurs du moment, chacun est arc-bouté, j'allais dire bien fixé sur son petit fauteuil qui fait de lui un petit monarque local. Et il pense que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. C'est impossible. J'entends souvent des amis sur le plateau. C'est vrai que le monde a changé. Mais je vous assure, il suffit que la famille Rockefeller appuie le doigt sur une touche. Demain, l'économie du Cameroun va crouler. Qu'on le veuille ou non. C'est eux qui maîtrisent les banques. Les banques sont entre leurs mains. Regardez un pays aussi puissant que le Venezuela, qui est l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde. Mais regardez le sort. La danse mafia qu'on est en train de faire danser au Venezuela. Regardez. Malgré le soutien de la Chine et de la Russie. Le Venezuela est dans une situation terrible. Donc, nous les Africains, est-ce qu'on fait semblant? C'est-à-dire, comme je dis, l'aîné c'est ça tout le dernier. Ces espérances sont derrière. On voit. Si on veut orienter nos économies autrement, pour que nous soyons en capacité, n'est-ce pas, de peser sur le plan mondial, il faut qu'on réforme notre vision politique du monde. Que le leadership africain soit un leadership qui n'est pas complètement, j'allais dire, domestiqué par les paradigmes, n'est-ce pas, de la politique internationale mondiale. Surtout ceux qui se comportent comme des chiens couchants de l'impérialisme par rapport au capitalisme naissant. Je prends deux exemples simples. Allons-y rapidement. Le Gabon avait pris une décision en disant aucune bille de bois gabonaise ne peut plus être exportée du Gabon sans qu'il ne soit débité localement. Avec pour intention de créer une industrie dans le secteur des métiers du bois. C'était une idée lumineuse. Mais, résultat de course, le Gabon continue d'exporter ses billes de bois de manière brute, sans la moindre petite transformation. Même au Cameroun, une décision pareille avait été prise à un moment donné. Où en sommes-nous? Je vois une très belle image avec les forêts. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire uniquement avec le bois du bassin du Congo? Le bois, à lui tout seul, peut nous faire sortir des récessions rampantes dans lesquelles nous sommes plongés depuis les indépendances et à dessein. Mais il va de la qualité des gens qui sont aux enfers pour le moment. Sinon, toutes les belles théories de mon ami docteur Dimo, toutes les belles intentions de Tarsinda seront complètement des chimères. On n'ira nulle part. Il faut avoir le courage politique d'opérer des césures par rapport à la situation économique qui semble dominer le monde pour qu'on puisse avancer. Et ce ne sont pas les exemples qui manquent. Malgré les difficultés. Les peuples qui avancent, les peuples sont capables de faire des sacrifices. Mais pour faire des sacrifices, il faut que vous soyez au fait des enjeux sur le plan à la fois continental et mondial. Si les gens veulent vivre comme les Occidentaux, veulent avoir le même niveau de vie que les Occidentaux, en refusant de faire le moindre petit sacrifice, non, nous allons reproduire, dupliquer ici chez nous les cas que ces gens ont. C'est-à-dire que l'économie, la capacité d'investir sera en des mains de quelques-uns, ce que j'appelle les happy few, et la large majorité des populations vont être baignées dans une misère qui ne dit pas son nom, où on voit des gens qui sont au niveau de la classe moyenne, tout leur vœu c'est être là-bas au sommet, sans tirer le reste du peuple. Donc, et ça passe par tous les secteurs. L'éducation, il faut réformer l'éducation. La santé, il faut réformer. La politique des infrastructures, il faut réformer. Mais pour cela, je continue de dire, etc. Je n'ai pas été exhaustif. Mais cela demande des gens qui ont une nouvelle vision de la politique, qui ont un comportement vis-à-vis de leur nation, avec beaucoup d'ambition, et qui décident de faire de leur sous-région, de leur nation,
des pôles d'excellence sur le plan de la rectitude morale et politique. Tant que cela n'est pas fait, on va argumenter, contre-argumenter ici sur les plateaux, on n'ira nulle part. Demain, c'est vous qui serez capable, parce que vous avez l'argent, venez acheter mon village et je serai en train d'aboyer. On va dire, vous voyez, les Bourbiens n'aiment pas les saints. Et voilà. Et ceux qui sont de l'autre côté, de Washington, de Paris, seront tranquilles. Ça, bon, okay, ça n'arrivera pas. On les a piégés une fois de plus, ils sont encore dans leurs propres contradictions. Merci beaucoup pour cette première prise de parole. Albert Anatole, ici, on a tendance à croire que, surtout pour nos téléspectateurs, que les Africains se plaignent beaucoup alors qu'ils peuvent faire de très grandes choses. Jusqu'en 1980, la Chine était pauvre. Mais aujourd'hui, en 2020, elle est l'une des premières puissances dans le monde. Oui, j'ai suivi les premiers intervenants, mais il y a un élément central. Oui. C'est vrai qu'il y a Bertrand Tchatchoula qui a convoqué les éléments historiques, mais il a oublié un détail, le fameux pacte colonial. Il faut véritablement démentir cette histoire-là, parce que ça nous met encore dans l'escarcelle justement de ce que quelqu'un appelle tout à l'heure de fournisseurs de matières premières. Il faut démanteler ce pacte colonial, il faut démanteler ce fameux statut de l'impérialisme, parce que là-dedans, il est question de quoi est-il question? Il est question que nos matières premières ne pourront pas les transformer, du moins pour ce qui concerne les pays de l'espace francophone. C'est-à-dire, vous... Donc, vous voulez dire, on ne peut pas l'uranium, le coltan, tout ça, on peut lire ces documents, le produire sur place. Allez sur Google, vous prenez ces documents, vous allez lire. Donc, il faut... Deuxième chose, il y a un autre élément. Avant d'arriver au niveau de la souveraineté monétaire, il faut d'abord avoir une stratégie de développement. Est-ce que vous avez une stratégie de développement? Parce que nous avons le marché, nous avons les ressources naturelles, nous avons tout ce qu'il faut. Maintenant, le problème se pose au niveau de la main-d'œuvre. Vous avez tout à l'heure l'exemple de la Chine. Oui. Mais l'exemple de la Chine, c'était un exemple qui doit nous parler. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que combien de pays africains de l'espace francophone, puisque nous parlons du Cameroun, enfin, nous sommes, la plupart des pays qui ont ces problèmes se situent dans l'espace francophone. Combien de pays ont justement orienté leur politique, le programme scolaire, le système éducatif au niveau de la professionnalisation des enseignements? Parce que lorsque vous êtes dans une stratégie et dans la perspective, c'est de la planification, c'est un mot que j'aime beaucoup, eh bien, vous devez pouvoir savoir que pour transformer le cacao, il nous faut tel type d'ingénieur, tel nombre d'ingénieurs dans telle filière. Pour pouvoir créer une industrie pharmaceutique, il nous faut tel nombre d'ingénieurs dans telle filière. Est-ce que nous avons mis ces bases-là? Ça, c'est important. Oh, la Chine l'a fait. Mais la Chine l'a fait d'abord en s'enfermant, parce que tout à l'heure, j'ai l'habitude de le dire également, que le Covid-19, c'était une opportunité pour qu'on n'ouvre plus les frontières. Qu'on s'enferme et qu'on trouve des solutions à nos problèmes. Non, qu'on s'enferme. Écoutez, qu'on s'enferme, nous sommes dans un marché de Dieu. Peut-on vivre aujourd'hui sans les autres? Non, pour l'instant, l'Afrique peut le faire. Vous avez fait plus de 3 mois enfermés. Est-ce que vous êtes mort de faim? Vous n'êtes pas mort de faim. Vous avez la tomate qui est en train de pourrir sur le marché parce qu'il y a de l'abondance. Vous avez des prunes qui sont en abondance sur le marché parce que la demande est saturée, la demande locale, je veux dire, parce que l'offre est abondante. Ça ne part pas par l'extérieur. On ne vient pas acheter votre manioc sur pied ou bien votre plantain sur pied. C'est ça qu'il s'agit. Donc, je pense que si nous allons dans la planification, c'est-à-dire que la planification, tout à l'heure, le grand frère nous parlait de l'éducation, il faut qu'on choisisse des filières qui permettent justement de permettre d'avoir une industrialisation locale, performante et surtout objective, réaliste. La Chine est passée par là. Donc, elle s'est enfermée, elle a pensé une politique de développement, elle a mis ses enfants à sa jeunesse à l'école, leur a fixé les objectifs. Est-ce que vous savez que ces téléphones, ces smartphones que nous utilisons, c'est fabriqué par les élèves du secondaire? Les calculateurs qui sont vendus sur le marché, c'est fabriqué par les élèves du primaire. Est-ce que vous le savez? En Chine. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important. Déjà, on ne doit pas nous imposer un modèle de culture, notamment les cultures de rente. Ce sont, à mon sens, les cultures du colon. Parce que lui, il a besoin de ces produits-là pour faire fonctionner son économie, pour nourrir sa population. Bon, nous cultivons le cacao sur le continent africain, mais c'est transformé en Suisse. Vous avez les grands chocolatiers du côté de la Suisse. Vous avez vu une feuille de cacao quelque part, un cacao planté en Suisse?
Vous avez le Luxembourg, qui est un paradis fiscal, qui regorge beaucoup, qui regule beaucoup la finance mafieuse. Eh bien, il y a un problème. Vous avez la Suisse. Bon, je pense qu'il y a un petit pays, mais qui a son mot, qui a une influence dans le système économique international. Je pense qu'il y a d'abord un problème de planification, de stratégie et surtout de politique. Quand je dis cela, je voudrais dire embrasser par le fait que lorsqu'on parle de leadership, ça exige un certain courage. En son temps, avant son assassinat, bien évidemment, Thomas Sankara était dans cette perspective. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On l'a assassiné parce qu'il s'est donné la liberté de penser que le manioc, on pouvait transformer le manioc au Burkina Faso sans avoir besoin d'importer du riz. Ne fait-on pas aujourd'hui les pains de patates? Par exemple, M. Simo était ici la dernière fois, il nous a montré les biscuits de patates, les gâteaux de patates, le pain de patates. Il y a des gens qui font le pain de manioc et tout ça, c'est toujours possible sur le continent africain. C'est encore de manière artisanale. C'est de manière artisanale. Mais c'est un début. C'est un début, mais non. Moi, je pense que nous méritons mieux que ça. Nous pouvons faire mieux que ça. Dans le cas de cette tribune, si vous avez eu à inviter des Camerounais, jeunes Camerounais, qui sont des innovateurs, qui sont des créateurs, vous avez eu à recevoir ici des jeunes Camerounais qui fabriquent des portiques désinfectants. Désinfectants, justement. Des respirateurs artificiels. Mais, des couveuses et tout ça. Des couveuses. Mais ils ont besoin de l'argent pour justement produire cela à l'échelle industrielle. C'est de ça qu'il s'agit également. Nous avons un marché. Sur la carte du monde, l'Afrique, c'est un petit truc comme cela, mais en réalité, c'est mieux que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a donc cette prison psychologique qu'on voudrait nous imposer, qu'on voudrait imposer aux Africains. Je ne comprends pas que la plupart des pays africains, d'une manière générale, ils envoient leur jeunesse aller voir ce qui se passe ailleurs, mais sont incapables de créer des conditions. De la ramener. Pour que cette jeunesse, véritablement, nous ramène le know-how de là-bas, sur place. Donc là, je rejoins le grand frère, n'est-ce pas, Parfendom, pour ce qui concerne des politiques. Il faut donc là un problème de leadership. Et changer de politique. De l'autre côté, oui. Et de l'autre côté, je pense que pour ce qui concerne notamment les pays de l'espace francophone, il y a un problème, un très gros problème avec ce concubinage avec la France. C'est un très gros problème. Parce que lorsque moi je regarde, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'investissement français en Afrique, il est nul. Je ne vois pas grand-chose. Oui. Je voudrais vous prendre un exemple que vous connaissez d'ailleurs. Est-ce que vous savez que ce sont les Camerounais qui font fonctionner la maison Orange? Ce sont des Camerounais qui font fonctionner la maison Orange. Beaucoup ont des brevets d'invention en entreprise. Maintenant, comme ces derniers ont pu devoir revendiquer les primes qui leur reviennent dans le cadre de ces inventions en entreprise, on les a mis dehors. Mais on se laisse leur servir pendant qu'ils sont dehors. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand vous avez constaté que le réseau Orange MTN ça bug, parce que justement, ils n'ont pas été capables de récompenser, de rétribuer à leur juste valeur ces intelligents-là. Et c'est la même chose avec nos gouvernants. C'est-à-dire, je voudrais prendre le cas, n'est-ce pas, du projet de couverture santé universelle qui est en train d'être, qui sera peut-être implémenté dans quelques mois, dans quelques années. Ce sont des Camerounais qui sont à la base de cette réflexion. Ce sont des Camerounais. C'est-à-dire notamment l'implémentation, son implémentation intelligente. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a mis ces gars de côté pour aller prendre des individus qui ne connaissent que dalle, qui coûtent très cher déjà aux contribuables camerounais. Et ces mêmes savants, entre guillemets, sollicitent l'expertise de nos compatriotes. Voilà donc un paradoxe. Vous avez parlé de paradoxe, c'est un vrai paradoxe. Donc je pense que, oui, pour chuter, rapidement, ce qui est important, c'est que tout à l'heure, le grand frère Tachinda a convoqué l'Union africaine. L'Union africaine, c'est une organisation panafricaine, mais qui n'est pas dirigée par les panafricanistes. C'est ça qu'il s'agit également.
Merci Albert Anatola ici. Permettez-moi messieurs de lire quelques réactions d'abord sur Facebook. Erna Cunette qui dit bonjour au docteur Edimo. Erna Cunette est du côté des États-Unis d'Amérique. Merci. Bonjour Erna et merci à vous également. Serge Roche qui nous dit Diwamwa qui nous dit également bonjour. Stéphane Sullivan Onana nous dit que l'Afrique est riche en matières premières et n'ayant ni industrie, ni route, ni main-d'œuvre qualifiée pour les exploiter, est obligé de faire recours à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international pour un prêt. Ce même prêt, il déclare que ce même prêt, je vais essayer de lire, est retourné en tout cas contre lui-même. Eh bien, on continue en tout cas à relire d'ailleurs. Jenis Sangara, salut les amis. Je voudrais vous informer, non, ça c'est encore autre chose. Stéphane Sullivan qui déclare également, l'Afrique doit absolument s'unir, avoir sa propre monnaie pour pouvoir financer la recherche scientifique, créer des industries, exploiter elle-même ses matières premières. Merci également à Stéphane Sullivan Onana. Ikoum Patrick depuis la Suisse nous dit que la première question est de savoir comment ont-ils fait pour accumuler le capital et mettre tout le continent en cage. L'Afrique est vraiment trop riche, mais nous ne sommes pas unis pour aller à la conquête. Je pense qu'il voulait dire à la conquête du monde. Voilà. Aller à la conquête du feu. Là aussi, il y a un autre problème. Messieurs, c'est une question qu'on va vous poser d'ailleurs dans un instant. Minou Sterling, ajoutez un E à l'adjectif rempli. Je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, hein, à nos techniciens de le faire rapidement pour l'accorder en genre et en nombre du féminin. On vous comprend parfaitement, messieurs les téléspectateurs. Les bons, il y a pour vos problèmes. Non, encore, je ne vais pas prendre cela. Benoît Yeke, bonjour. Notre pays a besoin de restructurer la classe politique en profondeur pour faire face aux nombreux enjeux de la nation. Benoît Yeke qui dit également que l'économie fonctionne avec la volonté politique. Et comme Patrick, je suis d'accord, mais si vous êtes sous contrôle de quelqu'un d'autre, tu courras dans le sac. Raoul Senda Manloka déclare bonjour Steve, bonjour également à vous. Raoul, bonjour à vous également. Stéphane Sullivan qui revient au bout du compte, aucun développement ne sera possible dans les néocolonies que nous sommes. Il nous faut de vrais leaders politiques africains capables de penser l'Afrique. On l'espère également que nous allons penser justement à l'Afrique. Francky Ketcha nous dit bonjour Steve, je ne rate plus un jour sans te regarder du lundi à vendredi. Merci également à vous Francky Ketcha. Costa, oui, bonjour à la grande famille d'IBS. Je pense que le problème du retard des néocolonies se trouve sur le plan spirituel. Beaucoup de nos dirigeants ne peuvent pas travailler librement vu leur appartenance. Leur appartenance et surtout leur appartenance à des sectes exotériques. Voilà. Ils sont très souvent rappelés à l'ordre lorsqu'ils essaient de travailler pour le profit de l'Afrique. Il faut donc un détachement total spirituel de nos dirigeants africains pour travailler librement. Merci également pour votre réaction. Costa qui revient. Bonjour au docteur Edimo qui est toujours percutant dans ses analyses et aussi Anatole ici qui nous éclaircit aussi avec ses analyses pertinentes. Merci également à vous. Messieurs, je vais continuer à vous lire dans un instant. Le temps pour moi de prendre sur WhatsApp certains de ceux qui nous ont d'ailleurs écrit ce matin. Bonjour DBS, bonjour à tous les panélistes, en particulier au président Bana, il n'est pas là ce matin, Banakani. Belle émission, des thématiques très intéressantes. Vivement que nos frères soient protégés. Merci pour la pertinence du docteur Edimo. Agréable journée. Bakouyak Hermine, elle ne nous dit pas d'où elle nous a écrit. Good morning DBS TV, là aussi la personne nous appelle avec le 241, donc officiellement hors du pays. Bonjour également à quelqu'un qui nous a également écrit sans laisser de nom. Bonjour monsieur Ngossi à tout le panel. Gâté ne baisse pas les bras sur sa thèse de la destruction de l'espèce humaine, surtout l'Afrique. Sensibiliser beaucoup plus les populations de ce qui arrivera dans les prochains jours. C'est Blaise, merci à vous Blaise pour votre réaction ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Laissez les Européens tranquilles, à mon avis, ce sont nos dirigeants africains qui font le malheur de l'Afrique. Seul Kadhafi pouvait relever l'Afrique, mais il a été tué sous le regard de l'Union africaine. L'Afrique est responsable de ses propres malheurs. Apprenons à dire non aux Européens, nous dit d'ailleurs, il faut le dire, Machiavel ce matin. Bonjour DBS, ce matin et au prestigieux panel constitué. L'Afrique est notre avenir. Cette sentence n'est pas de moi. Elle ne sort pas de la bouche d'un Africain. La jeunesse africaine n'en est plus l'auteur. C'est le Sénat français qui s'exprime ainsi. L'Afrique est notre avenir est le titre de son rapport d'information numéro 104 de sa session ordinaire 2013-2014 daté du 9 octobre 2013. C'est Christian Yemele depuis Yaoundé du côté de Jouvence. Bonjour à tous les panélistes d'Afrique a besoin des hommes forts pour produire des actions fortes. Nous ne pouvons pas nous en sortir en dînant
tout le temps avec le diable. Les mœurs africaines ont été biaisées. Tout est à refaire. Mélanie depuis Douala. Merci à vous, Mélanie. Salut le plateau, c'est Philippe Yenou du Bénin. Est-ce qu'en écoutant le discours de Léopold II, l'Afrique n'a pas aussi été arriérée, sous-développée par le christianisme? Parce que parlant de la spiritualité africaine et prenant le côté positif de nos valeurs culturelles et cultuelles, l'Afrique peut aussi se développer dans tous les domaines. Merci également à vous, Philippe Yenou depuis le Bénin. Bonjour une fois de plus, Mekonchou depuis Yaoundé. Bonjour le grand monsieur Tatinda. Est pertinent, suis producteur agricole, mais ne produit que ce que nous pouvons décider des prix. Sinon, je travaille pour eux. Regardez la Côte d'Ivoire avec le cacao. Peuvent-ils valoriser les prix? Là encore, c'est un autre problème. Merci à vous également. Je vais pas lire tout. Bonjour à vous dans le plateau. Très bonne thématique pour la prise de conscience des Africains. Je pense véritablement à notre père Kwame Nkrumah qui, dans la conscience, met en exergue l'urgence de la réforme théorique et pratique dans l'Afrique. Alain Raoul Moukodi depuis Bali, ici à Douala. Merci également à vous. Nous sommes capables de transformer nos matières premières et disposer d'une véritable autonomie énergétique. Arrêtons d'accuser la France. Ibrahim depuis Mbé. Là encore, nous avons quelqu'un qui nous appelle depuis le Bénin. Bonjour DBS matin, la thématique de ce matin est très intéressante à telle enseigne qu'elle mérite d'être reconduite. Merci également à vous. On va en parler, on espère peut-être revoir encore la thématique dans les jours à venir. L'Occident a mis des siècles à se construire une idéologie de développement et de puissance. L'Afrique est un agrégat de micro-États qui ont été mis ensemble selon la volonté du colon. Il y a à peine 60 ans, le principal problème de notre non-développement est tout simplement notre déficit idéologique. C'est Lionel depuis Soa, du côté de Yaoundé. Bonjour à DBS matin depuis Lomé. Le dernier leader qui pouvait tenir tête aux impérialistes était Kadhafi. Ce sera difficile de trouver un autre Kadhafi, nous dit d'ailleurs celui-là. Nous ne pouvons jamais se développer avec une monnaie étrangère. Là encore, c'est quelqu'un qui n'a pas laissé de nom, mais qui nous appelle avec le 228. Beaucoup d'ailleurs nous appellent, nous écrivent du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, il ne faut pas oublier du côté de Victoria, je pense également. Ils sont nombreux. Merci en tout cas pour vos réactions. On attend toujours vos réactions. On les lira justement à la fin de ce débat de ce matin. Bertrand Tatina, vous avez suivi d'ailleurs les réactions de nos téléspectateurs et surtout les internautes qui sont d'ailleurs sur la toile. Qu'est-ce que vous en pensez? D'autres pensent que jusqu'à preuve de contraire, il ne faut pas accuser l'Occident, il ne faut pas accuser la France, mais parfois accuser nous-mêmes les Africains qui ne faisons pas grand-chose pour développer notre propre continent. Moi, je pense qu'il faut reposer véritablement le problème pour bien comprendre la situation. Oui. L'Afrique est pauvre, l'Afrique est riche, mais nous sommes le continent apparemment le plus pauvre. Oui. Parlons donc des capacités déjà de l'Afrique, qui sont enviées par les autres. L'Afrique, à un moment, aujourd'hui, a ce qu'on appelle un retour sur investissement le plus élevé. C'est-à-dire qu'on l'appelle généralement, c'est un langage économique, on parle de la RUMI. C'est-à-dire que quand vous investissez 1 franc en Afrique, il y a possibilité pour vous d'avoir un retour 7 francs et même à 10 francs. C'est le jackpot. En France, quand vous investissez 1 franc, quand vous avez 1 franc 25, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de chance. Vous voyez? Et puis vous avez le diamant et le coltan. Moi, je serais différent, j'aurais une réflexion différente de la part de M. Haïssi. Tout ce qu'il avait dit est relativement très pertinent. Mais ces problèmes-là, pour moi, ne peuvent se régler que sur le plan, comment je veux dire, que macro, et sur le plan d'une véritable union africaine. Je vous explique. Quand vous avez, le grand frère Parfendom l'a dit, c'est eux qui détiennent de l'argent. C'est eux qui contrôlent toutes les places boursières. C'est eux qui contrôlent toutes les places, toutes les transactions financières. Je vais plus loin. Elles vont créer à Genève ce qu'on va appeler la Banque internationale des règlements internationaux. La Banque des règlements internationaux. Que fait cette banque? C'est une banque, en fait, qui échappe à aucun contrôle de gouvernement, aucun contrôle d'institution. C'est-à-dire qu'il crée une banque, cette banque fait des transactions dans le monde, contrôle travail avec les bourses, aucun gouvernement ne réglemente ça. Vous voyez les puissances? Je vais plus loin. Je vous donne l'ordre de grandeur en quelque sorte du pouvoir financier de ces familles. Le budget du Cameroun, toute la richesse du Cameroun est évaluée à peu près à moins de 15 milliards de dollars. Vous avez une famille comme la famille par exemple Morgan, 1100 milliards de dollars de fortune. Vous avez une famille comme la famille Rockefeller, 1200 milliards de dollars de fortune. Vous avez la famille Rothschild, 5000 milliards de fortune. C'est elles qui détiennent
Les plus grandes entreprises pétrolières, ExxonMobil, Chevron, BP, je rappelle que comment on appelle cette compagnie, Chevron a failli mettre le Tchad relativement en faillite. Parce que quand Chevron, dans ce qu'on va appeler le consortium de Doba, va décider de se retirer, le président Déby va racheter les parts de Chevron pour être dans le consortium qui gère son pétrole. Mais quand Chevron va arriver aux États-Unis, par un mécanisme d'écriture, par la volonté de cette famille-là, elles vont faire chuter le prix du baril de pétrole en 2 semaines de 110 $ à 30 $. Résultat de course, le président Déby va se retrouver dans une situation extrêmement compliquée. Vous savez ce qu'il va faire? Il va se retourner vers ce qu'on appelle une entreprise de négo suisse, Glencore, pour aller s'endetter à un taux d'intérêt de 7%. C'est de l'usure. On ne prête pas un État à 7%. Les États prêtent à 0,234%. Vous voyez la puissance de cette famille? Ils demandent à Chevron, ils sont actionnaires de Chevron, retire-toi du pétrole tchadien. Il est un peu têtu. Il ouvre ce marché pétrolier aux Chinois. Retire-toi. Chevron dit au président Déby, je pars. Le président Déby dit, très bonne occasion. Moi, je veux rentrer dans le consortium qui gère mon pétrole. Parce qu'il y avait Exxon, il y avait Chevron et il y avait Petronas, c'est-à-dire les Malaisiens. Dès que le président Déby rentre dedans, avec 4, 5, 6 milliards d'endettement sur des banques commerciales où ces familles contrôlent exactement, eh bien, Chevron arrive aux États-Unis, jeu d'écriture, spéculation, entente avec l'Arabie Saoudite. En 2 semaines, le prix du baril passe de 110 $ à 30 $. Le Tchad se retrouve dans une situation extrêmement compliquée de façon que pour faire face à ses engagements et son règlement obligé d'aller dans une entreprise relativement privée. Je vais plus loin. Aujourd'hui, elle contrôle même la plupart de ce qu'on appelle les organisations non gouvernementales. Vous avez une organisation non gouvernementale, par exemple, qui est par exemple la Open Society Foundation. 100 millions de $. Soros donne sur 5 ans. Prend 100 millions de $, il le donne. Vous avez Human Rights Watch, contrôlé par Rockefeller. Je vous donne la fortune de Rockefeller. La fortune de Rockefeller, c'est 1200 milliards de $. Contrôle Human Rights Watch. Vous voyez aujourd'hui pourquoi Human Rights Watch peut faire peur aux États. C'est-à-dire que Rockefeller peut prendre 10 milliards de $. Et dit, je l'affecte à Human Rights Watch. Donc, c'est-à-dire qu'il décide, même pas un conseil d'administration. C'est-à-dire, il prélève d'un compte, il le met à Human Rights Watch. Pour dire que, essaye un peu de me dénigrer, de me salir. Je vais plus loin. Et finance même la CPI. La CPI est financée par les États membres. La CPI est financée par les fondations dont ces familles sont propriétaires. Et mieux, par des dons privés. Résultat, peuvent décider dans une chambre et dire qu'il faut m'amener ce président à la CPI. Qui va résister? Voilà la capacité de ces familles-là. Et elles se regroupent chaque année au sein de ce qu'on a appelé le groupe de Bilderberg. C'est-à-dire c'est aux États-Unis. Toutes ces familles se regroupent une fois dans l'année et réfléchissent le contrôle du monde, comme l'a dit le grand frère Parfendon, sur le plan politique et sur le plan monétaire. Résultat des courses, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent obligatoirement avoir quoi? Ils veulent avoir un gouvernement unique, un système économique unique, une seule monnaie. Ça veut dire que pour vous, vous n'existez pas. Voilà l'objectif en accumulant tout ce capital. C'est-à-dire, c'est de faire du monde, avoir une idéologie économique. Résultat des courses, vous voyez que tous ceux qui s'opposent à cette théorie ultralibérale ont de sérieux problèmes, comme l'a dit le grand frère Parfendon. Quand vous venez avec du genre que non, vraiment, mes matières premières, je vais les gérer, je vais fixer les prix, eh bien, ils actionnent tous les moyens, les places boursières, les transactions financières, les ONG, la CPI, même l'ONU. Rockefeller, c'est le roi de Manhattan. C'est lui qui va prendre un terrain de sa famille et l'affecter à l'ONU et dire que mettez ici le siège de l'Organisation des États-Unis. C'est un terrain qui a appartenu à la famille Rockefeller. Vous voyez la puissance? Donc quand on est dirigeants africains, je veux bien, comme M. Haïssi dit, on met les politiques micro. Mais c'est l'union. C'est-à-dire que c'est une union politique et une union monétaire. C'est une union des peuples. C'est l'union d'un continent qui affronte ça. D'ailleurs, les Européens même, comme l'a dit le docteur Edimo, ne sont pas à l'abri, comment je veux dire, de la dictature de cette famille. C'est eux qui contrôlent la City. La première place boursière européenne, la City, c'est eux qui la contrôlent. Donc, ils ont dû se mettre ce que je veux dire, dans l'Union européenne pour faire semblant de résister. D'ailleurs, ça va plus loin aujourd'hui. Ils réfléchissent à mettre ce qu'on appelle l'Union de la défense. Parce que même ce qu'on appelle l'OTAN, c'est ces familles qui contrôlent la quasi-totalité, en quelque sorte, des sociétés privées américaines qui fabriquent les armes. Ce n'est pas l'État américain qui fabrique les armes.
Les Boeing, des corporations par exemple comme Boeing, Caterpillar, General Electric, General Motors, Coca-Cola, McDonald's. C'est-à-dire le budget publicitaire de Coca-Cola va chercher dans les 100 milliards de dollars. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le budget publicitaire. Coca-Cola est le premier partenaire de la Coupe du Monde. C'est-à-dire de dire que j'achète la Coupe du Monde. Je ne veux voir aucun autre partenaire pour être en quelque sorte communicant de la Coupe du Monde. Coca-Cola peut le faire. Donc ça veut dire que les privés, les grands groupes privés qui fabriquent les armes sont entre leurs mains. Vous faites comment pour résister? Quand on le dit tous les jours aux Africains, et vous voyez comment ils agitent aujourd'hui le terrorisme pour pouvoir désarticuler nos États. Je vous donne un exemple. Vous avez un pays comme le Mozambique. Le Mozambique vient de signer 14 milliards de dollars uniquement sur le gaz. Sauf que, moi je donne un conseil au président mozambicain. Si sur cet argent-là, vous ne vous bâtissez pas une armée solide, vous êtes mort. Résultat des courses, 3 semaines après, un groupe djihadiste a pris le contrôle d'un port mozambicain. Un groupe djihadiste. Pourquoi? Parce que les 14 milliards de dollars ont été signés avec la firme Total et les firmes européennes. Eh bien, les Américains ne sont pas contents. Depuis quand vous avez une influence djihadiste en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, et un groupe djihadiste après? Vous voyez qu'on peut même, comment je vais dire, ils sont propriétaires même aujourd'hui des groupes djihadistes. C'est-à-dire ces grandes familles-là. Ils peuvent prendre un groupe djihadiste et dire que va dans tel pays, ils financent véritablement ce groupe djihadiste, et vous vous retrouvez un matin dans un espace géographique où il n'y a jamais eu d'influence islamique, un groupe djihadiste puissamment armé qui prend le contrôle d'un nouveau port qui est arrivé au Mozambique 3 semaines après qu'ils aient signé un contrat, un premier contrat, parce que d'autres contrats arrivent. Le Mozambique aujourd'hui c'est un grand pays pétrolier, un grand pays gazier, un contrat de 14 milliards de dollars. Mais je n'ai plus que 10 minutes pour sortir cette édition, rapidement. Face à ça, vous êtes dans vos histoires primaires. Je construis mon mur de séparation chez moi parce que j'ai mon pétrole. D'ailleurs, il est déjà en faillite. Vous êtes dans ces petits problèmes primaires, alors que, véritablement, vous avez des loups et des ogres qui imposent même aux États-Unis qui doit être chef d'État et qui doit faire quoi. Ce n'est qu'en se mettant, Kwame Nkrumah, vraiment, je crois que Dieu doit bénir ce monsieur parce que c'est la seule voie, c'est-à-dire de se mettre ensemble. Aucun État ne peut pas faire. On m'a parlé du Gabon, mais c'est un pays qui peut décider, ce sont des familles qui peuvent décider au cours de cette réunion de cette année, parce qu'ils se réunissent une fois peut-être en novembre, si jamais vers novembre, décider que le Gabon n'existe plus, le Gabon n'existera plus. Merci beaucoup Bertrand Tatinda pour toutes ces analyses. Messieurs, plus que 8 minutes pour sortir de cette édition de DBS Matin. Vous avez bien suivi Bertrand Tatinda, docteur Edimo. Finalement, eh bien, la seule solution pour l'Afrique, c'est d'être unis. Mais quand? À quand cette union? Quand Parfum d'Homme déclarait haut et fort tout à l'heure qu'il y a des égos surdimensionnés qui occupent d'ailleurs les esprits. Absolument, il faut se réunir. Il a évoqué les 200 investisseurs institutionnels, ils sont 200 à peu près, qui font la pluie et le beau temps, oui. Qui règnent sur les marchés financiers et sur tout le reste. Quelqu'un a parlé de la Chine, je préfère peut-être aller de ce côté et dire que la Chine, quand même pour nous, est un exemple, même si de l'autre côté, l'Occident, et Bertrand insistait là-dessus, continue à penser que le monde doit rester unipolaire. Aujourd'hui, on sait que ce ne sera plus possible. On voit la rupture de trajectoire qu'a opéré l'économie chinoise, qui ne pèse que 1% du PIB mondial en 90 et qui aujourd'hui est à 16%. Et en 90, j'aime bien le rappeler, les États-Unis pèsaient 22%. Ils sont aujourd'hui à 15%, un peu moins que la Chine. La Chine a multiplié son revenu par tête d'habitant par 25 en l'espace de 4 décennies. Les États-Unis ont attendu 200 ans pour multiplier leur revenu par tête d'habitant par 10. Vous voyez qu'il y a des modèles qui peuvent venir d'ailleurs. Je pense que la Chine doit être pour nous un modèle. La Chine a fait quoi? La Chine a travaillé sur les 4 variables qui sont souvent menacées en Afrique, notamment le capital. Oui. Sous ces 4 formes, le capital physique, le capital financier, le capital humain et le capital social. Je vais commencer par la dernière partie, c'est le capital social. C'est une société totalement unie, où tout le monde pense de la même façon à peu près, où il y a un dirigeant qui, il faut, et merci, d'homme qui parle du courage politique, c'est ça la Chine. La Chine, c'est le courage politique, c'est un modèle avec une certaine rectitude, avec un souci des bons résultats. Vous avez besoin de ça pour mettre en place un capital financier solide. Pour nous ici, il s'agit de supprimer le CFA et de quitter de ce truc. J'aime bien le rappeler, chaque fois qu'on a tapé sur le CFA, quelqu'un est mort.
Kadhafi est mort à cause de ça, parce qu'il voulait qu'on ait une monnaie africaine, qu'on ait une satellite, qu'on ait un fonds monétaire africain. On l'a évacué. Babo avec tout ce que tentative avait de souligner, est-ce que c'est pour demain? Oui, c'est proche. C'est proche. C'est même maintenant, les conditions sont favorables. Oui. Mais laissez-moi terminer. Donc, la monnaie, quand Babo ne quitte pas, on ne l'éjecte pas pour autre chose. C'est parce qu'en 2010, il voulait sortir du CFA. Et si un État, le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, sortent du CFA, c'est toute la France-Afrique qui s'écroule. Donc je dirais, la Chine a un autre élément, c'est le capital physique. Les infrastructures étaient là et elle a fait la première transformation qui est la plus importante, la transformation agricole, ce qui autorise aux entreprises de donner des salaires très très bas. Parce qu'en fait, retenons que les investisseurs vont là où il y a la rentabilité. Le capital est apacrite. Il va partout où il y a de bonnes opportunités. Pendant 40 ans, la Chine a offert les meilleures opportunités et elle est partie. Et son capital humain est également l'un des plus performants. Et parce que ce pays est uni, parce qu'il n'y a pas la guerre, parce qu'il n'y a pas tout le reste, tout le monde peut travailler comme il faut. Donc moi je dis ceci, nos pays, il faut au départ ce courage politique, il faut que les classes politiques soient renouvelées, qu'elles soient rajeunies pour être adaptées, mais il faut surtout à la tête des gens qui veulent que le pays ou le continent aille dans une bonne direction. Mais le plus important, veiller à ce que le capital soit bien soigné. J'aime bien le rappeler, 80% des investissements directs étrangers vont à 20% de la population mondiale. Et les plus pauvres de la population mondiale se concentrent sur 1% des investissements directs étrangers. Ça s'explique comment? Ça s'explique par le fait que ceux qui investissent, c'est toujours ces investisseurs institutionnels. Ils orientent la dynamique du côté où ils vont. Donc nous avons aujourd'hui, cependant, la population, parce que c'est la population qui génère en fait le marché. Le marché qui consomme est le marché qui est jeune. Le marché qui est jeune et qui restera jeune jusqu'en 2070, c'est l'Afrique. Donc moi je dis, les conditions sont là. Il faut juste que on renouvelle rapidement les classes politiques, qu'on les rajeunisse, parce que souvent on voit que les gens qui dirigent nos États, parfois ils ont même la bonne volonté, mais ils ne sont plus au courant de tout ce qui doit se passer. Rajeunir la classe politique signifie qu'il faudrait que toutes les personnes qui sont aujourd'hui, ils sont vieilles tellement, il faut... Dans la plupart des pays, oui. Je crois que le monde va très très vite, il change très rapidement. Et il faut vraiment passer à cela, pas seulement en Afrique. Regardez ce qui se passe en Europe, aux États-Unis, partout. La classe politique est de plus en plus rajeunie parce qu'en fait, l'innovation, le progrès technologique progresse à une vitesse importante, de 1,2 à 2% toutes les années. Toutes les années, ça veut dire que, en clair, toutes les sociétés qui survivent sont celles qui parviennent à se transformer très très rapidement. On ne peut pas se transformer en ayant toujours des gens un peu croulants ou qui pensent encore dans l'hier, alors que le monde va... Le monde évolue. Il va vite, il va très vite, voilà. Patient Parfum, donc vous avez écouté les uns les autres tout à l'heure, d'ailleurs, les explications de Bertrand Tatinda ont donné, il faut le dire, on fait froid au dos à certains de nos téléspectateurs. Certains déclarent même d'ailleurs sur les réseaux sociaux qu'à l'écouter, on pourra avoir un AVC tout de suite, avec tous les problèmes. Parce que là, c'est quand même compliqué que quelques familles aient à eux tout seuls près de 20 000 milliards de dollars et qu'ils gèrent presque toutes les grandes institutions du pays. Pendant ce temps, aucune institution, aussi grande soit-elle, minime même soit-elle, n'appartient à tout un continent. On parle bien sûr du continent africain. Oui, mais bon, quelqu'un disait que si vous voulez cacher quelque chose africain, mettez-le dans les livres. Ça veut dire qu'il y a le décalage qui est entre c'est-à-dire ce qui est déjà de la notoriété publique avec le décalage avec l'information que nos populations ont.
Nos populations qu'on pense qu'ils sont dans un monde où tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Les autres ont réussi parce qu'ils ont beaucoup travaillé, ils sont trop forts et que c'est à nous de faire le miracle. Non, nous sommes partis sur la base comment dire ça, d'une iniquité incroyable, d'une injustice pas possible, d'une grosse escroquerie. La première escroquerie, c'était d'abord quand on a décidé de faire du dollar la monnaie de référence, en tuant l'or qui était, les talons or qui était la référence sur le plan économique. Monnaie d'échange, oui. À partir de ce moment, il y a eu un basculement. Et c'est ce basculement qui a permis à ces familles de pouvoir s'enrichir. Vous voyez donc l'importance de la monnaie sur le plan mondial. Alors, tout à l'heure, mon ami Edimo disait, en parlant de la Chine, mais ce qu'on oublie, tout à l'heure, à l'entente de mon propos, je vous ai parlé de réarmement à la fois morale et idéologique. La Chine dont on voit aujourd'hui, oui, c'est le fruit d'une grosse mutation idéologique et morale par le biais d'un groupe de personnes qui avaient à sa tête un certain Mao Zedong. La longue marche, la révolution culturelle, c'est ça qui a donné la possibilité d'avoir la Chine que vous avez aujourd'hui. N'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez qu'à un moment donné, il y avait la famine en Chine? Oui, mais jusqu'à 1980, la première conférence de Bandung a eu lieu en 1949. Où les gens mouraient de famine. Voilà. L'une des résolutions de Mao, c'était de dire, avec ma révolution, je serai en capacité de donner un bol de riz à tous les Chinois chaque jour. Tout à l'heure, on a parlé, par exemple, des questions qu'on peut... la transformation, par exemple, en essayant de voir des biscuits à base de farine de patate. Et dis-moi, là, il est économiste. Si on vous sort ce que un pays comme le Cameroun dépense tous les ans pour importer le blé qui va dans la fabrication du pain et de ses dérivés, vous comprenez qu'on ne peut pas s'en sortir. Donc, il faut des réformes d'abord sur le plan endogène. De dire, commençons d'abord, et c'est ça l'intérêt quand il faut qu'on ferme. C'est-à-dire qu'on, non seulement on ferme, mais qu'on fasse un peu un truc endogène. Voilà, et même une espèce de protectionnisme. Refusons même de le vendre notre cacao. Continuons de le transformer en poudre de cacao, on verra. De moment, on va le leur vendre. Mais surtout, enfermons-nous et créons des situations où nous avons fait mettre une agriculture. Et là, je rejoins aussi Edimo pour dire que pour développer un pays, il faut commencer par l'agriculture. Hein. C'est la base. Si les gens ne mangent pas, ils ne peuvent rien faire. Il faut être, comment on dit ça, il faut avoir une autonomie sur le plan de l'alimentation. Je vous rappelle qu'au Cameroun, jusqu'au jour d'aujourd'hui... L'alimentation sans les routes, tout ça va de pair. Si vous commencez à produire, vous êtes obligé de créer des routes pour desservir, pour désengorger les bassins de production et pouvoir apporter ces productions qui sont dans ces bassins de production sur les marchés, n'est-ce pas? Vous êtes obligés, ça va de pair. Comment dire ça? C'est intimement lié. Vous n'avez pas une agriculture compétitive, vous ne pouvez pas. Je voudrais en venir en vous disant que aujourd'hui dans le Nord Cameroun, il y a certaines populations camerounaises qui vivent de l'aide alimentaire mondiale. C'est quoi ça? Avec tout la d'abord que nous avons? Donc c'est ça. Mais la question de fond, elle est d'abord d'ordre idéologique. Quelle est l'idéologie que les Africains veulent mettre en avant aujourd'hui dans notre continent? C'est quelle idéologie? C'est une idéologie où nous avons des chefs d'État et leurs familles qui braquent des caisses d'État, prennent des centaines de milliards pour aller acheter des domaines à main faire à Londres, ou bien s'octroyer des domaines sur la côte pacifique au niveau des États-Unis, dans l'État de Californie. Vous avez vu un Chinois faire ça? En Chine, si vous tentez de faire ça, on vous met au poteau. Hein? On vous exécute, monsieur, en bonne et due forme, terminé. Est-ce que vous êtes au courant qu'en Chine, quand vous êtes nommé par exemple ministre, vous savez ce qu'on fait de vous? On prend votre épouse, on trimballe votre épouse dans des prisons pour hauts fonctionnaires. On dit à votre épouse, vous avez vu ça? Vous voyez ces gens-là? Ils attendent le moment pour passer au poteau. Si vous laissez votre époux rentrer dans des gabégies, voilà votre avenir. Ici, chez nous en Afrique, quelqu'un vaut des milliards, ils tourneront. Les filles des chefs d'État détournent, ils tourneront. On dit, oh, les ostentants ne nous veulent pas, ils nous aiment pas. Alors qu'on montre, au moment où vous êtes en train de défendre le fils d'un chef d'État, comment en Suisse on a saisi des cargaisons de voitures de luxe au prix mirobolant. Et on nous dit, il faut continuer de suite. On soutient quoi? Donc c'est ça notre problème. Les gens ont marché à pied, la longue marche chinoise. Ils ont fait la guerre, j'allais oublier. Avec quelqu'un d'autre qui était un Chinois, Chiang Kai-shek, oui, et le Kuomintang, qui voulait justement mettre la Chine sur le pas du monde africain, donc des Occidentaux. Mao a dit jamais, ça ne se passera pas comme ça. Ils ont fait la guerre et
les troupes de Chiang Kai-shek ont été vaincus, c'est qu'ils se trouvent aujourd'hui à Taïwan. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la ville, il y a un choix. Et ce choix s'est posé en Afrique. On fait semblant comme ça, on découvre. Tout à l'heure, vous avez cité Nkrumah. Quand les Nkrumah parlaient de l'unité politique du continent, j'ai tous ces bouquins, ils ont vu cette affaire-là venir. Et ils ont été combattus par qui? Par les gens qui disaient que, vous voyez, Nkrumah avait être chef d'État. Je vous ai dit qu'il y avait deux blocs. Par ses propres frères. Le bloc de Casablanca et le bloc de Monrovia. C'est le bloc de Monrovia qui l'a importé. Avec des gens qui ont dit, on n'est pas encore trop fort, il faut qu'on conteste toute la domination de nos puissances étrangères. Voilà le résultat. C'est l'échec total. Si on avait suivi la voie de Nkrumah, je peux vous le dire, on serait plus là. C'est pour ça que je ne suis pas désespéré. Je ne suis pas désespéré par rapport à toutes ces nouvelles campagnes qu'on essaye de mettre en place. C'est pour ça que je commence mon propos en vous disant, si vous voulez faire une économie compétitive, il faut un autre type de politique. Et parce que notre type de politique induit un autre type d'économie. Le camarade, mon ami a dit, moi, pas des idées aux gens. Il faut des investisseurs. Vous avez parlé de retour d'investisseurs. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'on a obligé aux États africains d'avoir ce qu'on a, dans le jargon, les mesures incitatives pour attirer les investisseurs. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le gars investit. Et il rapatrie la totalité de ses bénéfices. En Europe, ce n'est pas possible. Ce n'est pas... Les joueurs de football que vous voyez là, qui gagnent des sommes mirobolants, ils ne peuvent pas s'amuser n'importe comment. On les oblige à déposer et à dépenser la grande partie de ce qu'ils gagnent là-bas chez eux. C'est comme ça. Quand on finit par conserver quand même un minimum, n'est-ce pas, pour que l'économie continue de tourner correctement. Mais, fin de fin, tout ce que Tatina a dit sur les Bidenberg, bon, c'est connu de nous qui sommes peut-être ne savaient pas. La question de fond, c'est la question de la monnaie. Oui, c'est ça. C'est la question de la monnaie. Et le problème de l'Afrique, surtout l'Afrique dite francophone, c'est qu'il ne faut pas avoir une monnaie que nous ne contrôlons pas. Même si vous voulez créer une monnaie, il faudra que ce monnaie soit contrôlé par nous. À défaut, nous allons créer des situations telles qu'on va rendre vos économies inopérantes par le biais de la contrebande, par le biais de la spéculation, par le biais de... On va affaiblir votre monnaie. Le rachat même de votre banque centrale, c'est-à-dire... De telle manière que vous serez obligé d'utiliser dans la même économie deux monnaies. Une monnaie qui est votre monnaie, mais qui est une monnaie factice, et la vraie monnaie qui sera le dollar, qui sera la base de tous les échanges. Allez au Congo-Kinshasa. Allez voir ce qui se passe au Congo-Kinshasa. Ils ont leur propre monnaie, mais c'est le dollar qui est l'outil par excellence des échanges économiques. Au sein à l'intérieur, je ne vous parle même pas de l'extérieur. Donc, il y a cette question d'idéologie. Il faut un renouveau idéologique dans notre continent. Une idéologie qui aurait des fondamentaux clairs. L'Afrique d'abord. L'Afrique d'abord, que les Africains comprennent. Le président Laurent Gbagbo a dit un jour, mais il est étonné. Il voit les chefs d'État africains, on dit les chefs d'État tels prennent les vacances, surtout en Afrique francophone, ils vont ailleurs. Mais l'Afrique est belle. Pourquoi vous n'allez pas en vacances chez votre voisin? Imaginons que nos chefs d'État, chacun soit capable de tourner en Afrique. D'abord, ils seront obligés de poser un minimum d'infrastructures. On aura des aéroports à niveau, des hôtels à niveau, des centres hospitaliers à niveau, parce que pour la plupart des temps, ils ont souvent des bobos, etc., etc. Mais non. À partir du moment où chaque fois que vous avez un bobo, vous allez à l'étranger, vous n'avez jamais réfléchi en vous disant, mais il faut qu'au niveau de l'éducation, qu'on forme des médecins de très haut niveau, qu'on forme une suite de tout ce qui est dans le corps médical qui soit compétitif, qu'on ait des hôpitaux d'un très grand niveau, etc., etc. Qu'on soit capable nous-mêmes. On a vu avec les masques, hein, les cache-nez là, avec le coronavirus, où l'Europe était dépendante de la Chine, où un violent débat c'était instauré, on dit que non, il faut ramener chez nous un certain nombre d'entreprises qu'on avait fini par délocaliser sous le fallacieux prétexte que les hommes d'affaires se faisaient du beurre en Chine, où la main-d'œuvre était bon marché. Non, non. C'est une question d'intérêt national. C'est une question de sécurité nationale. On ne peut plus accepter de vendre des sociétés qui sont importantes comme ça pour la santé de nos populations à des étrangers sous le fallacieux prétexte que l'investisseur délocalise pour se faire beaucoup plus d'argent. Ça, vous voyez, ce sont des questions qui sont à la fois simples et compliquées, mais simples. Pourquoi? Parce que quand on réfléchit en termes de... Il faudrait que mes enfants, mes arrière-petits-enfants vivent dans un monde où ils seront à l'abri des crachats, on réfléchit autrement.
Mais quand on réfléchit sur la base de il faut que mes enfants, mes petits-enfants, soient ceux qui vont dominer les autres dans le petit espace dans lequel nous sommes, on réfléchit aussi autrement. Ces questions sont extrêmement importantes. Les autres nous ont affrontés avec beaucoup de succès, comme c'est le cas de la Chine. On voit comment la Russie essaie de se battre. Cuba, malgré tout, essaie de se battre. Et d'autres pays qui sont comme l'Iran, on n'en parle pas assez, mais qui se battent aussi vraiment violemment pour être respectés sur la scène mondiale. Aux Africains de le comprendre. Les Aïdjo, les Houphouët-Boigny, les Willem Tolbert, ils nous ont conduits dans le désastre total. Il faut qu'on aille vers l'unité politique de notre continent. Et je le dis souvent, commençons même de tout le plan sous-régional. Oui. Imaginons seulement que l'Afrique centrale, qui était un seul pays, avec un fédéralisme, on va être en termes de producteurs de coton. On a le Cameroun, on a le Tchad qui produit du coton, et le Nord, la RCA qui va produire du coton. En termes de pétrole, tu as le Tchad, tu as le Cameroun, tu as la RCA qui a découvert des gisements importants de pétrole là-bas. Tu as le Gabon, tu as le Congo. Le pétrole. Tu as la RDC même, l'Angola. Oui. Tu peux m'aller dans cette... Non, laissons d'abord la RDC. On n'est pas encore dans le... la CEAC. De la CEAC. On est encore dans la CEMAC. En termes de bois, tu as le Cameroun, tu as le Congo, tu as la RCA, tu as le Gabon. Les bois rares, hein, les tropicaux rares, pas n'importe quel type de bois. Du côté du Gabon. Voilà. En termes de diamants, tu as le Cameroun, tu as le Congo, tu as le Gabon, tu as j'ai oublié pour le pétrole, la Guinée équatoriale. Et je peux continuer comme ça, hein, à ne plus en finir. On vous comprend parfaitement. Nous sommes là dans une logique où on doit imposer un autre paradigme. À ce moment-là, les économistes, comme mon frère dit, vont maintenant nous dire, bon, voici le tableau mondial. Voilà où sont les enjeux. Voilà où sont les lignes de force. Comment dans ce grand jeu-là, nous pouvons faire pour trouver notre épingle de jeu, comme on dit. Ils vont maintenant nous apporter des propositions. Les Japonais ont décidé de refaire le système d'éducation de leur pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris tout ce qu'ils avaient comme savant dans la matière d'aller en famille, vous allez dans une chambre. Quand vous allez sortir de là, vous allez sortir avec une proposition claire de ce que vous pensez être bon pour le Japon sur les questions, n'est-ce pas, de l'école. Et les gars, en sortant de là, sont venus avec une copie. Ou qui fait du Japon aujourd'hui un pays extrêmement important sur le plan économique. Est-ce que vous savez que dans les années, j'allais dire 50 encore, tout ce qui concerne l'industrie de la photo, les appareils photographiques, c'était les États-Unis. Tout ce qui était l'industrie des photocopieurs, c'était les États-Unis. Les moteurs hors bord, ce fut les États-Unis. Certaines lentilles, ce fut les États-Unis. Qu'est-ce que les Japonais ont fait? Ils ont créé des conditions sur le plan de l'école pour que les scientifiques soient capables de dupliquer et maintenant d'améliorer dans tous les domaines dont je vous ai cités, d'où la naissance des gens comme les Nikon, les Yamaha, etc., qui sont aujourd'hui les leaders mondiaux dans le domaine respectif. L'Afrique peut le faire. L'Afrique est capable de le faire. On a vu avec le coronavirus toutes les innovations que vous avez citées, mais à condition, une fois de plus, qu'on change de paradigme, qu'on ait une autre idéologie que cette idéologie qui consiste à dire tant que la Banque mondiale et le FMI n'ont pas encore dit mot, non, on ne peut pas avancer. Non. Et pour qu'on puisse le faire, il faut qu'on ait notre propre monnaie. Merci. Si nous avons notre propre monnaie, je vous l'assure, n'écoutez pas les gens qui vous racontent que oui, gérer la monnaie c'est très délicat. Oui, mais gérer aussi une vie c'est très délicat. Nous serons capables d'aller très vite. Bien sûr. Merci beaucoup, Patient Parfait. Donc, je vais me tourner pour la fin vers Albert Anatolaï ici. Vous avez suivi les uns les autres, Albert Anatolaï. Ici, on parle d'idéologie politique fondamentale, réellement morale, réellement politique, une union monétaire, une union tout court et politique en tout cas en Afrique. C'est vrai que ce n'est pas pour demain matin. Écoutez, il faut toujours commencer quelque part. Vous savez, il y a un nouvel ordre mondial qui se dessine. Tout à l'heure, j'ai convoqué les opportunités que nous offre, n'est-ce pas, la pandémie Covid-19. Et ça devrait être, à mon sens, l'occasion non seulement d'une rupture, mais aussi l'occasion de faire une autopsie. C'est important, puisque nous parlons d'une réforme politique, d'une refondation politique, tant pour moi. Donc, ça devrait être l'occasion, à mon sens, d'engager une rupture avec les paradigmes traditionnels et surtout une autopsie. Et est-ce que c'est fait? J'ai quelque peu de doutes. C'est le temps que la problématique, j'allais dire, qui tourne autour de la souveraineté monétaire, c'est-à-dire sortir de francs CFA, c'est encore un problème aléatoire.
à certains niveaux. Donc, je crois que nous n'avons pas de choix dans tous les cas. J'insiste, je persiste, que vous ne pouvez pas être un continent qui est riche. D'abord, riche en ressources humaines, qui a une très grande qui a une forte démographie, qui est jeune. Vous ne pouvez pas être un continent qui a un marché, mais un continent qui n'est pas capable de transformer ses matières premières pour se limiter au stade de fournisseurs, un nom de transformateurs, de transformateurs. Non, il y a un problème. Le problème, donc, c'est quoi? Le problème, c'est, tout à l'heure, je l'ai indiqué, c'est d'abord un problème de politique, donc de manque de stratégie, de vision stratégique, j'allais dire, mais surtout un problème de leadership, parce qu'en réalité, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de Sankara, les autres ont pris l'exemple de Kadhafi. Ce qui manque sur le continent africain, c'est quelqu'un qui puisse prendre ce leadership, qui puisse avoir ce courage. Déjà, nous commençons à avoir des bisbilles autour de la zone de libre-échange continentale. Nous pensions que c'était une opportunité également de pouvoir fédérer ce que l'Afrique peut avoir. Là encore, il y a les querelles de leadership. Vous avez donc certains riches, entre guillemets, qui refusent que les pauvres entrent chez eux. Or, moi, je pense que il est important, tout à l'heure, le grand frère prenait des exemples qui paraissent anodins, c'est-à-dire que tous les pays africains ont quelque chose à donner. Je voudrais m'inspirer un peu de l'exemple du président malien. Nous sortons rapidement en quelques secondes. Du président malien, oui, qui a imposé désormais aux membres de son gouvernement que vous devez vous habiller avec des tenues qui sont fabriquées sur place, c'est-à-dire les boubous. Parce que c'est pour valoriser le coton qui est produit localement. Absolument. C'est ça qu'il s'agit. Donc je pense que nous pouvons le faire, mais nous devons surtout engager dans notre système éducatif des filières professionnalisantes pour permettre à ce que nous puissions avoir la technologie. Parce que vous ne pouvez pas parler d'industrialisation pour aller chez la technologie, chez les autres. Ils ne vont pas vous la vendre. Merci beaucoup, Albert Anatoly. Juste une phrase. Il faut intégrer le côté défense. Parce qu'un pays comme la Chine a subi tous les traités inégaux, mais quand la Chine a fait exploser sa bombe atomique en 1960, les gens ont compris que Mao, il faut réfléchir par 2 fois avant d'aller s'opposer à sa révolution. Merci beaucoup, messieurs. Je vais lire quelques messages, juste quelques messages sur WhatsApp et Facebook. Bonjour, le plateau. L'Occident a mis des siècles à se construire une idéologie de développement et de puissance. L'Afrique est un agrégat de micro-États qui ont été mis ensemble selon la volonté du colon. Et à peine 60 ans, le principal problème de notre non-développement est tout simplement notre déficit idéologique. Ce qui est commun à toutes les puissances aujourd'hui, c'est une forte idéologie. Lionel depuis Soa. Merci à vous, Lionel, en tout cas depuis Soa, pour cette réaction. Je vais commencer par ici. Patient Parfendum est très inspiré ce matin. Merci à vous. La personne n'a pas laissé de nom. Tant que notre monnaie sera fabriquée et contrôlée par un autre État, ces derniers nous tiendra sur le plan économique et sécuritaire. Suivez mon regard, Ibrahim depuis Mbé dans la Damawa. Bonjour, je suis satisfait par vos analyses. Je vous suis depuis Cotonou. Courage à vous. La personne n'a pas laissé de nom. Ebenezer Ndiomwele, le développement est un processus qui déborde largement l'économie pour toucher l'éducation et le culturel. Là encore, on ne sait pas qui c'est. Je suis, salutations très chers amis pour votre très belle émission au peuple du monde entier, en particulier aux Africains. Je vous aime tous. Je suis Antoine-Marie Obida depuis Yaoundé, en Colbison. Merci pour votre réaction. Bonjour à tous sur le plateau. L'Afrique n'est pas seulement rempli des grandes richesses, mais sur le plan spirituel, c'est aussi la banque de Dieu. À chaque fois que Dieu voulait rendre une nation riche ou les sauver de la famine, il envoyait, en tout cas en Afrique, et il repartait avec de grandes richesses. Merci également pour votre réaction ce matin. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à nous écrire ce matin. Bonjour à tous sur le plateau, très fan du stylo du docteur Edimo, juste pour donner un peu de joie. Après avoir entendu tout ce qui s'est dit aujourd'hui, bonne journée à vous, monsieur Edimo, bonne journée également à vous. Bonjour messieurs, sommes-nous obligés de se développer suivant le modèle de ces occidentaux? Je ne suis pas sûr que la Chine a procédé ainsi. Nous l'avons également dit sur ce plateau. Merci également pour votre réaction. Bonjour, le panel africain riche, mais son peuple a été maudit. Cham, le fils de Noé, riait de la nudité de son père. Canaan, ancêtre des Africains. Le fils de Cham a été victime de cette malédiction. Bonne journée. Moulium, Emmanuel de Bonhomme Mba. Mbengue. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom, vous m'excuserez. Vous voulez bien nous préparer des émissions sur Léopold II, Napoléon Bonaparte et Hitler, Philippe Yenou du Bénin.
Merci, on va commencer le vert. Et De Gaulle. De Gaulle, c'est prévu pour le 27 août prochain. Ne vous inquiétez pas, on est en train de le faire. Bonjour à vous les panélistes. Je pense que le problème de l'Afrique, ce sont ces dirigeants qui s'accrochent au pouvoir pour se servir et non servir le peuple. Mahamadou depuis Garoua. Eh bien, messieurs, vous êtes très nombreux, même sur Facebook. Hein. Je vais vous lire demain, en tout cas, pour tous vos messages que vous allez laisser. Merci, en tout cas, de participer de bout en bout à cette édition de DBS Matin, d'ailleurs, à toutes les émissions, d'ailleurs. Merci à vous qui êtes à la maison. Merci vous qui êtes devant vos petits écrans. Et vous également qui êtes sur Internet. Je vais dire un grand merci à Quinette Erna du côté des États-Unis d'Amérique. Une sœur bien aimée à moi. Albert Natola ici, merci d'avoir été là ce matin. Bertrand Tatina, merci. Docteur Dimo Mongori, merci également d'avoir été là ce matin. Merci à vous, Patient Parfainom. Merci à la direction générale de nous avoir accordé quelques minutes. Merci à tous les techniciens, à tous les caméramans, à la réalisation. Merci à vous tous. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. N'oubliez surtout pas, il y a quelque chose de pire dans la vie que de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé. Il faut toujours essayer. L'occasion, c'est d'arriver au succès. Bonne journée à toutes et à tous et à demain. Si plaît à Dieu. Au revoir.